Bonsoir à toutes et à tous. L'alerte sonne à Marseille. Le nombre des malades a soudainement augmenté. On parle bien cette fois des réanimations, pas seulement des contaminations. Elles ne sont pas submergées pour l'instant, mais c'est un signal important et grave. On en parlera avec vous, professeur William Dab, le spécialiste des épidémies. Un autre titre du jour est l'insécurité. Le gouvernement s'en empare, il annonce des mesures contre la délinquance. On entendra une figure tutélaire de la justice en France. Robert Badinter est notre invité ce soir, invité exceptionnel. Il s'exprimera sur Marine Le Pen, sur la montée d'une violence quotidienne, mais aussi sur le communautarisme. Le communautarisme, dit-il, c'est la mort de la République. Et puis nous parlerons de l'homme que la justice américaine veut à tout prix récupérer. Julian Assange risque 175 ans de prison aux États-Unis. L'avocat français Antoine Wey est son défenseur. Il se bat contre ce qu'il considère comme un abus de domination américaine. C'est donc l'événement sur le front du Covid. Les entrées aux réanimations ont soudainement augmenté à Marseille. Le nombre des malades a repris en seulement 10 jours. Cette fois, il s'agit bien des réanimations, pas seulement des contaminations, donc à un certain degré de gravité. Nous sommes évidemment sur les terres de Didier Raoult. Lui-même notait l'évolution. C'était tout à l'heure au micro de Sud Radio. Il y a vraiment plus de cas. Ça, c'est vrai. Ça, c'est clair. Les choses augmentent de manière régulière depuis un mois. On voit augmenter le nombre de cas où on avait 50 cas par jour, et puis 80 cas par jour, et puis 100 cas par jour, et puis 150 cas par jour pendant les jours de semaine. Et donc, on a vu cette augmentation. Incontestablement, il y a associé au Covid-19 plus de morts depuis 10 jours que ce qu'il y en avait dans les 2 mois antérieurs. C'est vrai. Mais encore une fois, on est peut-être grâce ou à cause du Covid-19, on est en train d'explorer des choses que l'on n'explorait jamais et on est en train de réanimer des gens qu'on ne réanimait pas. William Dab, bonsoir. Bonsoir. Évitons tout catastrophisme, précisons bien, pour l'instant les réanimations ne sont pas submergées. Absolument. Mais c'est vraiment un signal grave. Là, on est au bout de la chaîne et c'est un changement. Oui, ce que l'on sait, c'est que le virus circule très activement. Et ce n'est pas juste une question de test. On a doublé la capacité de tests et on a multiplié par 12 le nombre de tests positifs. C'est les données de Santé publique France. Donc il est évident que le virus circule énormément, qu'inévitablement il va rencontrer des gens vulnérables et que donc il faut effectivement se préparer. Je ne fais pas de prévision. Je pense qu'il est important de rappeler que tous ceux qui ont fait des prévisions sur l'évolution de l'épidémie se sont trompés. Et Dieu sait s'il y en a. Voilà, le virus devait disparaître cet été, par exemple. Donc, il faut suivre effectivement la situation au jour le jour. Ne pas être doctrinaire, être pragmatique et adapter les stratégies en fonction de l'évolution épidémiologique. Précisons bien ce qui s'est passé ce lundi, c'est vraiment un cap. On disait, oui, il y a beaucoup de cas, mais pour l'instant, dans les hôpitaux, ça ne se voit pas trop, etc. Là, les réanimations, c'est vraiment le tout dernier stade. C'est là vraiment où on entre dans le dur, si j'ose dire. C'est là où ça peut être grave. Mais bien sûr, c'est inévitable. Plus le virus circule, plus il y a de cas positifs, et plus la probabilité pour que des gens fragiles rencontrent le virus augmente. Et donc, vraisemblablement, c'est ce que l'on va voir dans les jours qui viennent. Vous dites gens fragiles, là aussi c'est un changement de ton. Aujourd'hui, lundi, on disait curieusement les personnes âgées, il n'y a pas ce phénomène qu'on observait au début. Maintenant, apparemment, oui. En tout cas, par exemple, à Marseille, c'est le cas. Mais absolument. Il n'y a pas que l'âge qui joue. C'est l'âge et puis les autres problèmes de santé associés. Le diabète, l'obésité qui jouent un rôle très important. Ce qui explique aussi qu'il y a des augmentations d'hospitalisation chez les adultes jeunes. Qui sont porteurs de ces maladies, et pas seulement les personnes les plus âgées. Mais au chapitre des désillusions, vous en parliez, quand on disait étonnamment, on dirait que ça passe moins des jeunes aux moins jeunes. Non, visiblement, ça continue. Non, ce virus est très malin, si je puis dire. Il va profiter de chacune de nos faiblesses. Dès qu'il va y avoir une brèche, il va s'engouffrer dedans. Faisons le point de quelques flottements, il faut le dire, il n'y a aucune honte à ça, il y a beaucoup d'incertitudes, flottements à tout niveau, de l'autorité, mais aussi de chacun d'entre nous, dans les comportements. Les équipes de TF1 et d'autres sources ont tourné dans les discothèques, par exemple, notamment dans la nuit de samedi à dimanche. C'est très frappant de voir que les masques sont obligatoires dans les rues, puis
presque simultanément, il y a des gens qui se font coller parce qu'ils ont le masque dans la rue, et dans les discothèques, voilà, les gens sont sans masque, très proches, etc. Là, il y a un risque réel, une forme d'irresponsabilité selon vous ? Oui, enfin, avant de parler d'irresponsabilité, je pense qu'il faut regarder la qualité de l'organisation du système de santé publique. Tout ne peut pas reposer sur la responsabilité individuelle. Sur les masques, il y a une clarification du discours à faire. Regardez, ici, pièce aérée, pas de fréquentation, ni vous ni moi ne portez le masque. Voilà. Nous l'avons apporté demain. 2,50 m. Donc là, on dit, on rend le masque obligatoire. Il faut expliquer le sens que cela a, qui peut être divers. Ça peut être un sens d'exemplarité, par exemple, vis-à-vis des enfants. Ça peut être le fait qu'on est dans une rue calme, mais qu'on tourne et qu'on se retrouve tout de suite dans une rue fréquentée. Ça peut être qu'on ne se protège pas tellement soi-même, mais on protège les autres. Autrement dit, on ne peut pas juste prendre la population pour des enfants, lui donner un ordre. Il faut expliquer aux gens le sens que ça a pour améliorer le respect de ces mesures. En tout cas, beaucoup de réactions un peu dubitatives. On va entendre certaines d'entre elles, c'était à Strasbourg. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelles sont vraiment les consignes à respecter. Est-ce qu'il faut le mettre dans certaines rues? J'en ai aucune idée. C'est pas clair du tout. C'est compliqué, oui. Après, c'est comme sur la route. On roule à 60, à 70, à 80. Ça va pas. On peut pas dire que dans cette rue-là, il faut le porter, puis là, il faut pas le porter. On peut pas dire non plus, tiens, jusqu'à 12h, il faut le porter, puis à 12h01, il faut plus le porter. Professeur Dab, beaucoup de questions et les sceptiques qui vont dire « Ah, on nous a dit le masque, on a mis le masque, il y a quand même la remontée en réanimation ». Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Mais parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la prévention, ce ne sont pas les masques. Premièrement, c'est l'hygiène des mains. Deuxièmement, c'est la distance. Et on est en train de comprendre qu'il faut une distance d'au moins 2 mètres. Plus qu'1 mètre, comme ça a été dit. D'ailleurs, les Américains ont toujours dit 6 pieds, 2 mètres. Et le masque est en plus. Et le masque en supplément, en complément. Mais le masque à lui tout seul n'évitera pas l'épidémie. Un dernier mot sur Didier Raoult. On parlait quand même de s'étaire. Est-ce qu'il est en partie lui-même démenti par ce qui se passe maintenant ? Je crois que Didier Raoult a été beaucoup démenti entre ce qu'il a dit sur les trottinettes, ce qu'il a dit sur l'évolution du virus. Mais pardon, sur ce qui se passe ce lundi en particulier sur le Non, là je crois qu'il reconnaissait que la situation était en train de changer dans sa ville. Professeur, merci beaucoup. Je vous en prie. Un autre titre du jour est l'insécurité, avec le gouvernement qui empoigne le sujet. Il en fait un séminaire mercredi. Il lance les grandes manœuvres avec cette interview de Gérald Darmanin et de Marlène Schiappa dans Le Parisien. Les 2 ministres annoncent tout un plan de bataille. On va en parler avec Jean-Louis Debré, l'ancien ministre de l'Intérieur. Jean-Louis Debré, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes prudent, vous gardez le masque jusqu'à la dernière seconde. Il serait trop long de tout détailler. On vient de vous expliquer que ça ne servait à rien. Non, pas à rien, c'est pas ce qu'il a dit, mais effectivement, là, on a la bonne distance. Arsenal des mesures contre les violences de rue, le harcèlement de rue, la publication des chiffres mensuels de la délinquance. L'ancien ministre que vous êtes, est-ce que ça sonne comme du déjà-vu ou quand même vous vous dites, tiens, c'est bien ? Non, c'est du déjà-vu. Vous dissertez beaucoup sur l'ensauvagement, les sauvageons de Chevènement, même schéma. Chevènement crie... Attention aux sauvageons. Sa ministre, la ministre de l'Environnement de l'époque, Dominique Voynet, fait un drame. On a le même schéma. Ce qui est important, ce ne sont pas les mots. Les mots, c'est les politiques. Ce qui est important, c'est la réalité. Est-ce qu'il y a en France le développement d'un sentiment d'insécurité ? Oui. Est-ce que c'est réparable ou ce qu'on peut combattre ? Oui. Mais ce qui est important, ce n'est pas les mots, ce sont des mesures concrètes. Est-ce qu'il y a une forme de désabusement ? Tout à l'heure, nous entendrons Robert Badinter qui, lui, ne veut pas entrer dans le débat de mots, mais qui dit, oui, il y a une forme de violence quotidienne qui est en augmentation, phénomène très profond, éducation, déstructuration, manque de contrôle. On sent, chez beaucoup de politiques, un côté, on n'y arrive pas, quoi. D'abord, il y a un contexte. Le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui est un contexte d'anxiété. Tout ce qu'on nous dit sur l'épidémie, les alternoiements des uns et des autres, sur les masques, sur la durée du confinement, on ne sait plus où on est. Tout ça crée une peur. Au surplus, il y a dans la réalité un certain nombre
de faits qui montrent qu'il y a une augmentation de la délinquance. Et de la délinquance au quotidien. Les chiffres ne veulent pas dire grand-chose. Parce qu'il y a les dépôts de plainte, il y a les gens qui ne déposent pas plainte parce que ça ne sert à rien, il y a les classements sans suite. Tout ça montre que nous vivons dans une société, aujourd'hui, où il y a un sentiment d'insécurité, mais il y a aussi une progression de l'insécurité. Quand vous étiez ministre, est-ce que vous observiez déjà ce découragement? On l'entend ici très souvent, hein, les politiques, les policiers, qui, face à la caméra, disent oui, il faut... Et puis hors caméra, disent mais de toute façon, la prison ne sert pas à grand-chose. De toute façon, ce sont souvent des jeunes qui deviennent pires en prison. Enfin, cette espèce de découragement. Non, mais il ne faut pas être découragé. Si on est découragé, il ne faut pas faire de la politique. Je crois qu'il y a un côté volontariste. Il y a un certain nombre de mesures à prendre sur la durée des procédures judiciaires. Il faut que la réponse judiciaire soit immédiate. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit? On voit des procès de gens importants, connus, qui ont fait des malversations financières traînées pendant 7, 8, 10 ans. Et on se dit, mais pourquoi ça traîne si longtemps? Je crois qu'il faut qu'il y ait une réponse immédiate. C'était ce qu'on appelait, jadis appelé les flagrants délits. Vous passiez immédiatement. Et puis, deuxièmement, il y a l'exécution de la peine. Et ça, on a trop souvent l'impression que la peine est prononcée, mais qu'elle n'est pas exécutée ou mal exécutée. En tout cas, aujourd'hui, le visage de cette politique, c'est Gérald Darmanin et Marlène Schiappa. Écoutons ce qu'elle déclarait tout à l'heure. Il y a une seule ligne au gouvernement, c'est celle qui fait de la sécurité une priorité. C'est pour ça que c'est le thème du séminaire gouvernemental du 9. Et nous appliquons, Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, moi-même, toutes et tous, la politique décidée par le président de la République et par le Premier ministre. Mais j'observe, si vous me permettez d'être un peu positive, que les syndicats de police disent du bien du ministre de l'Intérieur, saluent son travail et sa présence. Et ça, c'est quelque chose dont on peut se réjouir. Jean-Louis Debré, une femme de gauche, vous, votre camp d'origine, la droite traditionnelle, normalement c'est pour vous un sujet en or, et vous n'avez pas de champion pour empoigner ça. Est-ce que ce n'est pas désespérant pour le camp de droite? Si vous voulez, à droite et à gauche, il n'y a personne pour l'instant. Oui, mais là on parle de moi, je n'ai pas de camp. J'étais gaulliste et chiracien. Tout ça, c'est fini, et j'ai quitté ce monde. Si on commence à raisonner par camp, on est foutu. Tout de même, la question du jour, c'est François Baroin, entre autres. Voilà. Est-ce que lui fait partie des champions qui peuvent ramasser ça? Il y a de nombreuses personnalités. Il faut que l'une d'entre elles émerge. Pour l'instant, personne n'émerge. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une génération qui n'a pas connu les épreuves, qui croit que tout est facile et... Il n'y a plus de tueurs. Jacques Chirac était au moins un tueur. Alors, il avait fait le vide autour de lui. On a l'impression que là, ils sont plusieurs. Chirac, c'était un conquérant. On peut le critiquer. C'est un conquérant. Il le voulait. Là, on a l'impression que ce sont des enfants gâtés. Il faut leur apporter sur un plateau. Non. Il y en a quand même on se combat. Il y en a quand même un qui reste. Dieu sait si vous ne l'aimez pas. Je crois que c'est très réciproque. Nicolas Sarkozy, succès de son livre cet été, phénoménal. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Il n'a pas été remplacé à droite. Non, il n'a pas été remplacé, mais il a été battu 2 fois. Oui. Il a été battu aux élections et il a été éliminé par ses propres amis. Vous ne vous pardonnez pas. Vous êtes celui qui l'a le plus égratigné dans le temps des tempêtes. Je ne veux pas citer chacun. Ça m'est comportement égal qui m'égratigne. Il n'a jamais accepté qu'on lui annule ses comptes de campagne au Conseil constitutionnel. Mais peu importe. Mais tout ça, c'est du passé. En tout cas, pour conclure, ces divisions, c'est Guy Mollet qui disait à l'époque la droite la plus bête du monde, qu'avec un électorat qui est là, avec des thèmes comme la sécurité qui devraient être tellement porteurs pour vous, vous n'arriviez pas à avoir un champion. Mais le thème de la sécurité, donnons-nous des mesures précises. Arrêtons de croire que la politique, ce sont des mots. La politique, c'est l'action. Jean-Louis Debré, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Arrêtons-nous maintenant à un homme qui a joué un rôle historique pour rendre public certaines exactions des États-Unis, en particulier en Irak, les bavures ou la torture. Julian Assange le paie aujourd'hui très cher. Il a passé 7 ans reclus dans un appartement de l'ambassade d'Équateur à Londres. Il a été arrêté. Il risque maintenant l'extradition vers les États-Unis. Un homme et son défenseur, l'avocat Antoine V. Maître V, bonsoir. Bonsoir. Ce que risque très exactement Julian Assange aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? La mort.
parce qu'en réalité, il est dans un état très faible, psychologiquement et physiquement. Le rapporteur de l'ONU qu'il a rencontré a dit qu'il était victime de torture. Et ce n'est pas un mot galvaudé, c'est un mot technique. Et aujourd'hui, il est apparemment apparu à Londres dans un état totalement second. Et en réalité, le procès qui est au centre de notre débat peut le tuer. Il a lui-même cette formule « je risque de devenir un mort vivant ». Ça veut dire être en prison, 175 ans. C'est ces peines qui n'ont pas de sens, évidemment. Mais... Voilà. C'est des peines qui n'ont pas de sens et qui, en réalité, peuvent masquer la réalité concrète de l'affaire d'aujourd'hui. C'est-à-dire un homme qui n'a pas vu la lumière du jour depuis 10 ans, qui n'a pas pu voir de personne, que ce soit ses avocats ou ses proches depuis le mois de mars, et qui est arrivé aujourd'hui sans même pouvoir lire l'acte d'accusation qui l'accuse. Donc on est véritablement face à un phénomène qui est important de décrypter, d'un homme qui n'a jamais été condamné pour rien, qui subit une accusation fantôme depuis plus de 10 ans et qui aujourd'hui risque de mourir. Vous parlez de sa transformation physique, c'est évidemment très frappant. On a retrouvé quelques images. 2010, un homme qui fait son âge. Voilà. Ensuite, et puis, il devient, après 7 ans reclus dans ce huis clos de l'ambassade d'Équateur, impossibilité totale de sortir. Voilà, sans doute, évidemment, quelque chose d'obsidional. C'est physiquement quelqu'un d'usé à ce point-là. Moi, j'aime pas commenter les aspects de gens qu'on défend. Mais quand je l'ai rencontré, ce qui m'a surpris, c'est qu'il était même dépigmenté. Il était d'un blanc livide, avec une intelligence fulgurante, mais complètement endormie. Donc, en réalité, oui, on a affaire à quelqu'un qui est dans un état corporel second. Et il est important quand même que la communauté internationale puisse, au-delà de son dossier, prendre aussi la mesure du corps qui souffre et de l'esprit qui est éminemment fatigué. Au-delà de Julian Assange, est-ce qu'il y a pour vous un sens politique, une forme de lutte contre des excès de domination américaine ? Il y a eu après l'affaire Assange proprement dit, les écoutes de la NSA, le téléphone de Mme Merkel écouté, toutes les centrales d'écoute sur les ambassades américaines à Paris et ailleurs. Et puis on a l'impression finalement que ça continue. Pourquoi est-il aujourd'hui persécuté politiquement ? Parce qu'il a publié des informations qui sont vraies et qui disent en substance que les États-Unis ne respectent pas le droit international, qu'on tue des gens en dehors de tout cadre légal, qu'on les torture. Et pour le simple fait d'avoir publié ça, il se retrouve au centre d'une persécution qui a évidemment un angle juridique, c'est l'accusation dont il doit répondre aujourd'hui, mais qui a tout un tas d'autres aspects, l'espionnage, les pressions sur les proches et le fait que depuis 10 ans, en réalité, il est suivi à la trace par toutes les agences des États-Unis. Un asile possible en France, vous y croyez encore ? En fait, il faut resituer les choses. On ne peut pas avoir un asile dans un pays dans lequel on n'est pas. On imagine mal que la France ait envoyé des hélicoptères pour l'arracher de belles marches. Cependant, on attend des pouvoirs publics français, du président de la République, parce que c'est seulement lui, qui fasse une déclaration sur le fait que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est contraire à notre vision de la justice. La face contestée d'Assange, il faut la rappeler quand même, cette espèce d'idée qu'il faut publier tout, presque tout. Alors, évidemment, des grandes informations, mais aussi des emails de diplomates, de comptes de campagne ou autres qui parfois engagent des gens. Voilà, il y a un petit côté un petit peu déversoir qui a été beaucoup contesté. Est-ce qu'il y a un côté borderline chez lui ? En fait, il n'appartient pas, à mon sens, de rentrer dans ce débat-là. C'est un débat philosophique, idéologique. Il appartient de dire que quel que soit son côté, il a le droit d'avoir un procès équitable. Il a le droit d'avoir un traitement digne et ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Un mot sur vous, Antoine Wey. Vous devenez un personnage. Vous le devenez aussi un peu par procuration parce que vous étiez l'associé historique de Éric Dupond-Moretti. Ça, c'est une carte de visite en soi. Éric Dupond-Moretti, obsédant aujourd'hui, on va parler aussi avec Robert Badinter dans un instant. Marine Le Pen l'a attaqué très directement ce dimanche. On rappelle la séquence. Je m'inquiète de la vision idéologique qu'a le garde des Sceaux de la prison. Pour lui, elle n'a vocation à être ni une sanction, ni une mesure de protection de la société. Pour M. Dupond-Moretti, rien de tout cela. Il le dit lui-même, il préfère des alternatives à la prison. Mes chers amis, on peut tourner ça dans tous les sens. Mais pour un criminel, l'alternative à la prison, ça s'appelle la liberté. Et pour la société, ça s'appelle le danger. Dupond-Moretti, c'est Taubira en pire. Voilà Antoine Wey, est-ce qu'il y a un côté Taubira chez Éric Dupond-Moretti ? Vous l'avez tellement pratiqué ?
Je sais pas, mais il y a des gens dont les insultes finissent par devenir des compliments, en fait. Ouais. Après, quand j'entends que Dupond-Moretti connaît pas la prison, lui, il a toujours été au rendez-vous de la justice. Madame Le Pen ne répond pas aux convocations des juges. Après, moi, je fais pas de politique, mais c'est vrai qu'on n'est pas en train d'élever le débat avec ce genre de choses. Et je pense que peut-être ce qu'on peut lui reprocher sur le thème de la sécurité de la prison, c'est d'essayer d'élever un peu le débat. Après, moi, je suis pas engagé en politique. On a eu un parcours professionnel commun. Je souhaite qu'il puisse réformer la justice dans des grandes lignes, mais je vais pas commenter Marine Le Pen. C'est pas mon cénacle. Et on entendra tous les points de vue dans les jours qui viennent. Un dernier mot, parce qu'on va entendre une figure, votre confrère Robert Badinter. Qu'est-ce qu'il représente pour un avocat? Quel âge avez-vous, vous? 36. Ouais. Qu'est-ce qu'il représente pour un avocat 36 ans, Robert Badinter? Ça fait partie des légendes, c'est-à-dire des hommes qui sont arrivés dans la sphère judiciaire à porter un combat important. Et vous voyez, le combat de Julian Assange, c'est un combat qui est à peu près équivalent, c'est-à-dire la liberté d'informer et la capacité pour les citoyens d'exercer leurs droits démocratiques. Sans liberté d'informer, on ne peut pas exercer son droit démocratique. Donc Robert Badinter, c'est un exemple sous certains angles, c'est un grand garde des Sceaux et évidemment un grand avocat. Antoine Wey, merci beaucoup. Et en effet, dans quelques minutes, l'interview de Robert Badinter, le grand invité de cette édition de 20h. Il parle de la politique sur l'ensauvagement, de Marine Le Pen. Il parle en particulier du communautarisme avec ses déclarations. Le communautarisme, c'est la mort, dit-il, de la République. On se retrouve après la pause. Votre programme a... Et nous nous retrouvons pour écouter Robert Badinter. Nous l'avons interviewé ce matin dans son bureau sur la violence, sur Marine Le Pen, sur la polémique sur l'ensauvagement, mais aussi sur le risque, selon lui, du communautarisme. Son parcours plus personnel aussi, avec des aspects qui sont parfois méconnus, à commencer par son humour. Vous allez l'entendre. Voici son interview. Robert Badinter, bonjour. Bonjour. Les événements ramènent à vous les controverses sur la sécurité, le fait de filmer le procès des attentats de Charlie Hebdo, c'était votre loi. Et puis, Madame Le Pen, le Rassemblement national, sa rentrée, encore Badinter. Je ne peux pas m'empêcher de sourire parce que je connais M. Le Pen depuis l'année où nous sommes tous les deux entrés à la faculté de droit de Paris. Il était à ce moment-là, je crois, le président de la Corpo, qui était un organisme dont on aurait pu dire volontiers, même au lendemain de la guerre, qu'il n'était pas de gauche. Il était même d'extrême droite déjà. Est-ce qu'il était déjà tel qu'il est? Écoutez, il était... on ne peut pas dire que nous prétendions à être ce que nous fûmes, non. Mais il était déjà flamboyant, talentueux, rhétoriquement talentueux, toujours des idées fausses, toujours pensif quand je pense que si on avait écouté les voix ouvertes conservées par M. Le Pen, l'Algérie serait française. Je ne suis pas sûr qu'on mesure ce que ça signifierait en termes économiques et en charge sociale. Est-ce que sa fille le continue? Est-ce que Marine Le Pen continue Jean-Marie Le Pen? Il faut demander à M. Le Pen, pas à moi. Simplement, comme auditeur, je dirais courtoisement qu'elle n'a pas encore le talent de son père. Elle a encore beaucoup de travail à faire. Mais elle a réussi à être un deuxième tour. Elle a réussi à gagner quand même des terrains électoraux. Est-ce que, d'après vous, ce que vous avez appelé la lepénisation continue en France ces derniers mois? Indiscutablement. Indiscutablement. Il est certain que la tentation sécuritaire, exploiter les justes craintes et la détestation qu'on a du crime, c'est un filon politique qui ne cessera jamais. Vous savez, ça a commencé ici à prendre corps quand M. Pierrefitte, qui avait beaucoup de talent et une grande culture, quand M. Pierrefitte est allé, avant l'élection présidentielle de 81,
voir comment ça s'était passé aux États-Unis. Il avait voyagé aux États-Unis à cette époque et il était revenu convaincu que le filon électoral à exploiter, c'était la peur. Est-ce que vous entendez cependant une partie de l'opinion qui dit, pas forcément les crimes de sang, mais les violences gratuites, quotidiennes, les petites violences, elles, ont augmenté, une forme de délitement de la société. Est-ce que vous les entendez? Comment je sais bien que j'ai, à mon âge avancé, des difficultés auditives, mais comment ne le lirais-je pas ou ne l'entendrais-je pas? Est-ce que c'est la les réalité? Moyens de communication, les statistiques sont là pour le montrer, mais la question qui se pose, la vraie, la grande, c'est comment ont-ils été élevés? Qui les a élevés? Et de quelle manière? Que les parents s'interrogent, qui voient le temps qu'ils consacrent à l'éducation de leurs enfants, qu'ils songent aux exemples que parfois ils donnent à leurs enfants. Dans cette société où nous sommes, avant l'école, avant la vie sociale des adultes, il y a cette phase d'enfance et d'adolescence dans laquelle les devoirs des parents sont primordiaux. Et c'est pas facile, vous savez, pas facile. Pour personne, le métier de parent, j'en sais quelque chose, n'est pas facile et on ne réussit pas tous les jours. Mais la question se pose et il ne suffit pas de l'évacuer en disant c'est à l'État de le faire. L'État, dans ce domaine, il fournit, oui, des maîtres compétents et cadres éducatifs, mais c'est toujours le jour. Robert Badinter, en disant cela, est-ce que vous ne dites pas par d'autres mots, manque d'éducation, manque de responsabilité des parents, ce qu'un Gérald Darmanin dit en parlant d'ensauvagement, c'est-à-dire une partie de la société qui n'est plus assez éduquée? Écoutez, on ne va pas tomber dans ces polémiques. Je me rappelle que Jean-Pierre Chevènement, qui a beaucoup de talent, parlait des sauvageons. Alors, il y a aussi, dirais-je, en riant, le bon sauvage, cher aux philosophes du XVIIIe, notamment à Rousseau. Laissons les querelles de mots, voyons les efforts faits, posons-nous la question. L'exemple des parents, c'est la première des leçons d'éducation. Est-ce que c'est dangereux, cette sorte d'irritation qu'on sent dans une grande partie de la population, souvent pour des petites choses? C'est je vais à la gare. Moi, je comprends rien. Et surtout quand vous vieillissez, n'est plus insupportable que la mauvaise éducation, la brutalité, la grossièreté, les insultes. Je ne parle pas de faits d'une gravité exceptionnelle qui appelle de justes sanctions, comme ce qui s'est passé à propos de ce chauffeur d'autobus. Je ne parle pas de ces violences criminelles, ignominieuses pour leurs auteurs, et qui posent tant d'interrogations sur mais comment les a-t-on élevés? C'est ça, on revient à ça. Je laisse ça de côté, vous parlez de l'incivilité. Oui, en effet, mais c'est l'éducation qui est la réponse. Et la première des éducations, c'est aussi l'éducation reçue chez soi, de ses parents. Vous savez, moi, j'avais une mère qui n'était pas absolument faible avec nous. J'ai connu une mode d'éducation autre. Ouais. Ouais. Et c'est la bonne règle? C'est la bonne façon? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ce serait à mes enfants de le dire. Sans être passéiste, Robert Badinter, on entend dans ce que vous dites la voix d'une génération qui dit il ne s'agit pas de dire c'était mieux avant, mais oui, il y a eu une culture générale, il y a eu certains cadres qui se sont perdus. Est-ce que on peut dire que vous pensez ça? Dans la période qui est celle où l'on voit véritablement la délinquance, celle que vous évoquez, se réduire, c'est la période de l'immédiat après-guerre. Prospérité, emploi, et puis quand même une forme de contrôle paternel et maternel aussi, familial, vicinal, très fort. Ça a complètement disparu. Ça, c'est perdu. Robert Badinter. Et sans oublier les admirables instituteurs républicains dont ma mère parlait jamais sans émotion. Vous pointez
le danger du communautarisme. Et on l'a vu encore dans toutes les polémiques autour de Charlie Hebdo, cette propension de beaucoup à mettre leur religion, leur couleur de peau, le genre, avant le fait d'être français. Pour vous, c'est un mal. Ah mais le communautarisme, c'est la mort de la République. Il faut le dire, la République française, la République, d'autres républiques seraient tout à fait concevables. La République fédérale, voire la Constitution américaine, c'est d'autres modes de gouvernance. Mais chez nous, la République est une et indivisible. Ça a demandé un long temps, de grands efforts aux républicains pour arriver à faire en sorte que cette République soit une et indivisible. Vous savez, dans le rapport à la Convention nationale de Condorcet, il disait déjà, il y a 26 millions de Français, 6 millions seulement parlent le français parmi eux. Et 3 millions savent l'écrire. C'est dire le chemin parcouru, d'où le rapport sur l'instruction nationale, d'où l'effort considérable des Républicains pour arriver à rendre véritablement une, c'est-à-dire fraternelle aussi, la République. C'est votre histoire. Le communautarisme, qu'on le veuille ou non, ça veut dire une mosaïque de communautés qui forment un ensemble, je le veux bien, mais ça n'est pas l'esprit de la République française. Et si nous devions avoir des communautés qui négocient leur adhésion ou leur participation, je dis bien les communautés elles-mêmes, pas les individus ou les partis, les communautés religieuses, ce serait fini. Ce serait un autre type de république. Je ne le souhaite pas. Mais quelle puissance dans ce courant. On le voit bien, hein, ce côté je suis musulman, je suis juif, je suis chrétien pratiquant, je suis noir, je suis blanc, voilà. Tout ça qui prend une telle importance. Il y a un courant d'opinion très puissant, américain notamment. Oui, d'expression d'origine américaine pour des raisons qui tiennent à l'histoire des États-Unis, telle que... On ne va pas la reprendre maintenant, mais c'est une histoire différente. Et je n'ai pas besoin de rappeler qu'il y a eu une guerre civile d'une violence extrême. On dit parfois la première des grandes guerres modernes, la guerre de sécession, 1861-65, centaines de milliers de morts, parce que les États du Sud voulaient conserver leur mode de vie, c'est-à-dire l'esclavage. Comment expliquer que certaines idées qui sont nées dans des campus américains aient pris une telle ampleur? Il y a une ampleur bien réelle dans beaucoup de milieux de ces idées-là sur effectivement l'importance des communautés. Parce que nous sommes aujourd'hui à l'heure américaine. Nous sommes à l'heure de la société ou de la civilisation américaine. Regardez, l'amour de la langue française, qu'est-ce qu'il est devenu? Je ne veux pas jouer les vieux imbéciles, mais le culte du français. Moi, mes parents étaient des juifs russes immigrés. Mon père aimait tellement la France, tellement, qu'il ne voulait pas qu'on parlât chez moi, chez lui, une autre langue, le russe. C'est votre propre histoire, pardon. Votre grand-mère Idis, qui parlait yiddish, mais qui elle aussi était si fière que vous deveniez français. Oui, elle regardait toujours les leçons particulières que nous avions aussi à la maison. En effet, elle aimait, elle aussi, ce qu'était la France pour tout le Yiddishland, toutes les communautés juives d'Europe. On disait volontiers, à cette époque-là, et voilà un peu hors du sujet que nous traitions, on disait volontiers « heureux comme un juif en France ». Je me suis dit, c'est bizarre, le 19e siècle, l'affaire Dreyfus, heureux comme un... Parce que la France était le pays qui, le premier, avait reconnu aux Juifs les droits de l'homme et du citoyen. Pas sans difficulté politique, je peux vous l'assurer, quand on a étudié de près cette histoire. Mais le fait était là. Est-ce qu'il y a un danger réactionnaire
d'avant la Déclaration des droits de l'homme, du Joseph de Maistre qui disait il n'y a pas d'hommes, il y a des Français, des Russes, etc. Moi, je n'ai jamais vu d'hommes. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Il n'y a pas des Français, des Russes. Moi, je vois des êtres humains partout. Ça, c'est Robert Badinter. Égaux droits. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est la proclamation des droits de l'homme. C'est pas moi. C'est une adhésion à une proclamation qui demeure la grandeur, je dirais, de la France. Voyez-vous dans le féminisme, un certain féminisme, c'est le domaine de votre femme, pardon, oui, mais je veux quand même vous poser la question. Tout ce que dit Elisabeth est exact. Vous signez, vous contre-signez dans le détail. Cela va de soi. Cela va de soi. Elle a parlé d'un néo-féminisme guerrier. Est-ce qu'on revient à ce que vous disiez sur le danger d'un excès de communautarisme ou de puritanisme? Écoutez, encore une fois, c'est le domaine dans la famille réservé à Elisabeth, mais disons-le simplement, je marche là avec toutes les réserves de ma part convenables en ce qui concerne mes conceptions. Elisabeth a raison. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a de commun entre les femmes et les hommes, ce qui fait d'eux des êtres humains, pas ce qui les différencie, ce qui les réunit. Voilà, c'est ça la grande différence. Et là, vous avez des rapports qui sont des rapports complets et des rapports de respect aussi, l'un de l'autre. Voilà. Robert Badinter, l'an prochain, Emmanuel Macron commémorera l'abolition de la peine de mort, 1981, 2021. Je ne sais pas, vous êtes au courant, moi. Il l'a annoncé. Moi, je sais qu'il s'est écoulé 40 ans, voilà. Hélas. Bientôt 40 ans depuis l'abolition de la peine de mort, et on voit pourtant, elle serait très difficile à rétablir, on le sait, pour toutes sortes de raisons, de traités notamment, mais on voit bien à quel point une partie de l'opinion tourne encore autour de ce sujet, notamment en disant il faudrait au moins une vraie peine perpétuelle. C'est ce que dit notamment Madame Le Pen. Mais laissons Madame Le Pen, n'est-ce pas, à ces elle représente une partie d'électorat importante. Non, mais tout le monde a le droit d'être partisan de la peine de mort. Tout le monde. C'est un état de liberté. Ça ne veut pas dire pour autant que la peine de mort... Elle a varié sur le sujet. Elle ne dit pas forcément peine de mort, elle dit c'est peine vraiment perpétuelle. C'est que l'abolition est un des rares progrès que l'humanité puisse accomplir, je dirais, sur elle-même. Que c'est un des rares témoignages de véritable civilisation. Oui, la vie est sacrée. Oui, c'est le premier des droits de l'homme, parce que sans lui, il n'y a pas d'autre. Oui, cela est proclamé dans un certain nombre de religions. Mais il y a le vieil homme. Mais le vieil homme est là, dans sa caverne, avec sa massue. Et la réaction devant le crime, c'est toujours le crime, à part la pulsion criminelle chez l'être humain. Vous savez, je suis sans illusion. Moi, tout jeune, j'ai vu le pire. Alors, je suis sans illusion sur la nature humaine. Mais c'est précisément parce que c'est une victoire de l'homme sur lui-même, sur ce qu'il porte de pire en lui, que la cause de l'abolition est si importante. On sent chez vous à quel point ça n'est pas seulement une question juridique, c'est vraiment une question, la vie, question philosophique. Mais c'est une évidence saisissante. Nous savons très bien que la peine de mort, elle charrie avec elle tant d'injustice et qu'elle ne sait pas, elle ne peut pas dissuader le crime, parce que le crime, l'homme le porte en lui pour beaucoup d'autres raisons, et que c'est ailleurs que sont les vraies barrières contre le crime. Mais que le principe soit la vie de l'être humain est sacrée, et le premier des droits de l'homme, c'est le droit à la vie, c'est une question première de civilisation, et ma réponse est évidente et depuis toujours. Là, c'est le Badinter de l'éloquence. D'où est-ce que ça vous est venu, cela? Vous êtes un phénomène d'éloquence, Robert Badinter. Écoutez, d'où est-ce que ça vous est venu? Rien
n'a jamais été comparable pour moi dans la vie à ces moments où j'entendais l'avocat général, souvent avec talent, requérir la peine de mort, où à quelques mètres, je voyais les parents de la victime, où l'avocat de la partie civile, avec tous les accents de la conviction et de l'émotion, et derrière, pendant que requérait, pendant des heures, l'avocat général, j'avais l'accusé, j'entendais le souffle de l'accusé, et je savais que si je ne trouvais pas les mots pour convaincre, eh bien, je le retrouverais dans la cellule des condamnés à mort, et je connaissais la suite. Et c'est ça, les moments les plus angoissants, les plus terribles que j'ai connus dans ma vie. C'est sans rapport avec l'éloquence politique ou parlementaire. C'est le moment où vous êtes dépositaire d'une vie humaine et où vous devez trouver en vous les mots justes. C'est pas de l'éloquence, c'est bien au-delà de l'éloquence. Les Italiens disent la faccia lavata. C'est à nu qu'il fallait parler aux jurés. À nu, le visage à nu, qu'on sente que c'était un homme, pas un avocat, pas un professionnel qui s'adressait à eux, un homme pour leur dire « Sauvez cet homme, ne faites pas ça pour vous aussi et pour vos enfants. » Ah oui, c'était terrible. Vous êtes le fils de Simon, oui. Déporté, oui. Mort à Sobibor. Oui. Dans le combat pour la vie qui vous anime, est-ce qu'il y a une continuité ? C'est pas l'heure des confessions ou des confidences personnelles. C'est un domaine. Ceci ne relève pas du public. Il y a pourtant quelque chose qui n'est pas que personnel. C'est dans votre religion, la religion juive, quand on trinque à la vie, les Chaim, l'importance de l'idée de la vie oui. dans une tradition. Oui. Oui. Mais la Genèse, la Bible, tout commence avec la vie. Dans l'histoire, quand vous citez ce général fasciste, c'est à Tolède, n'est-ce pas ? Oui. Cette scène est extraordinaire. Oui, qui criait « Vive la mort !»« Vive la muerte !» Ce qui, évidemment, un oxymore nul autre, comparable. C'est stupéfiant de crier « Vive la mort !» Mais c'est ça le propre du fascisme. Cette fascination. C'est d'aimer la mort. C'est pas seulement de la risquer. Je dirais, ce n'est pas seulement le combat, c'est d'aimer la mort qu'on donne à l'autre. Ça, c'est le fascisme. Et vous comprendrez facilement pourquoi est-ce que je suis un si profond combattant de l'abolition. Cette fascination de la mort pour l'autre et pour soi, est-ce que vous la retrouvez chez les terroristes ? La fascination de la mort, elle nous attend. Mais nous rentrons là dans un domaine différent. Je crois qu'on a, d'une certaine manière, perdu le sens de la mort. Jadis, indépendamment des épidémies mortelles, nous voyons aujourd'hui des aspects différents, mais à cet égard révélateur. Jadis, il y avait les grandes hécatombes militaires. Jadis, je pense toujours, on va commémorer l'année 40, je pense toujours à ces hommes jeunes du XXe siècle. D'abord ceux de la guerre de 14-18. Mon père l'avait faite comme toute sa génération. Il ne faut jamais oublier 1 700 000 morts en France. Toute une génération d'hommes.
Au téléphone, dans nos conversations au téléphone ces derniers jours, j'étais frappé de voir que l'épidémie de Covid, avec ce qu'elle amène de présence de la mort qu'on avait oubliée, vous a frappé beaucoup. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est le rappel de la mort que la société moderne, contemporaine, cache. Oui, tente à dissimuler, à faire oublier. On meurt le plus loin possible. Enfin, on ne voit plus les morts. Les vieux meurent à l'écart. Il n'y a plus les cérémonies funéraires de jadis. Le courbet, l'enterrement du village. On ne voit plus comme ça les cortèges, les longs offices religieux. La mort, qui est une composante et le terme de la vie, est reléguée à l'écart. N'en parlons pas, ne la voyons pas. C'est inévitable, mais ce n'était pas le cœur des civilisations de jadis, sans vouloir remonter aux civilisations que l'égyptologie a mis si bien en lumière. Bon, mais ça n'est plus ainsi, et c'est pourquoi l'épidémie de Corona a ressuscité à un niveau heureusement très inférieur cette angoisse de mort qui est structurelle à l'être humain. J'ai toujours pensé que l'humanité aussi se définit parce que l'homme, la femme, savent qu'ils vont mourir. Robert Badinter, je ne vous ferai pas l'injure d'essayer de faire votre portrait, ce serait trop long, trop compliqué. Oui, long, oui. Longue histoire. Ce qui me frappe, et un aspect de vous qu'on voit souvent peu, c'est votre gaieté. On voit souvent la statue du commandeur, la conscience morale, Robert Badinter. Vous aimez rire, vous aimez les textes, vous aimez Casanova. C'est vous qui aviez fait lire Casanova à Mitterrand. Oui, la gaieté de Casanova. Oui, avant les vacances, je me rappelle très bien. Voilà. Oui. L'amour des femmes, l'amour du sexe, mais aussi l'amour de la belle langue. Il écrivait en français. Voilà, tout ça vous transporte. Écoutez, tout doit être mis au passé défini, quelquefois lointain. Je pratique le présent, là. Non, c'est le toast porté, je le dis, chez les Juifs qui ont eu avec la Borde des rapports non pas privilégiés, mais particuliers. L'Chaim, à la vie. À la vie. Qui finira. Le plus tard possible. C'est ce qu'on dit toujours. C'est ce qu'on dit toujours. Vous avez énormément aimé skier, par exemple. Oui. Mais vraiment. J'ai aimé tous les sports que j'ai pu pratiquer, sans jamais m'illustrer, ni maîtriser vraiment au sommet la compétition. Mais j'ai aimé, oui, j'ai beaucoup aimé. Vous n'avez jamais négligé le mot un peu salé. Je me rappelle la formule qui est quand même extraordinaire quand vous dites plaider, c'est bander, convaincre, c'est jouir. Oui, c'est vrai. Je dois vous dire que je l'avais par prudence à une époque où le Conseil de l'ordre des avocats avait quelques, comment dirais-je, sentiments d'austérité. Par prudence, je l'avais mise dans la bouche de mon maître, le père Torres. Maître Torres, qui était un immense avocat et qui aimait les plaisirs, comme Kessel, son ami, aujourd'hui, de façon qu'il serait considéré comme tout à fait coupable. Coupable, il serait lapidé par les féministes tous les deux. Mais c'est profondément vrai, oui, dans la mesure où il y a quelque chose de sensuel dans la conviction qu'on essaye de faire partager à autrui. Oui, c'est vrai. Et ça en dit beaucoup, la formule, sur le fait que convaincre, c'est un dialogue. C'est ce que vous disiez sur la peine de mort. Ce n'est pas un bel exercice oratoire, c'est être vrai. Vous savez, je n'ai pas été sans réfléchir sur l'éloquence, évidemment, dans ma vie. J'ai écouté les maîtres de jadis.
J'ai beaucoup pensé à l'éloquence. L'éloquence, c'est d'abord trouver chez l'autre, trouver en l'autre, en celui qui vous écoute, les sources d'une conviction que vous voudriez lui faire partager. Il faut d'abord s'interroger, avant de parler, sur qu'est-ce qu'ils attendent que je dise. Ça ne veut pas dire qu'il faille naviguer comme le démagogue sur leur pulsion, mais ça veut dire que comment leur faire partager mes convictions? Qu'est-ce qui, chez eux, peut les amener à partager la conviction que je leur propose? C'est ça, le ressort. L'éloquence, c'est d'abord cette recherche de l'assentiment de l'autre. Les formes. J'ai connu des avocats extraordinaires qui bafouillaient. Puis j'en ai connu d'autres qui avaient écrit leurs textes admirables, ça retombait à leurs pieds. C'est pas ça. Est-ce qu'un Dupond-Moretti, aujourd'hui, avec cette éloquence très directe, très contemporaine, c'est quelque chose qui vous séduit? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais entendu. De ma vie, je ne l'ai d'ailleurs à ce jour jamais rencontré. Il est entré au palais quand j'en étais déjà sorti. Ouais. Donc je ne le connais pas. Je sais de réputation que c'est un avocat du premier talent, mais je ne le connais pas. Je ne peux pas vous donner une appréciation. Je pourrais vous donner une appréciation sur des avocats du passé ou même sur des avocats du présent. Je considère que Henri Leclerc, est ce qu'on appelle un adjectif que je réprouve, que je n'utilise que jamais, un grand avocat. Non. Les avocats qui se convainquent et des avocats qui ne le font pas ou n'y arrivent pas. C'est pas la même chose. Sur la position politique de Dupond-Moretti qui, comme vous, dit sans arrêt attention, ne pas céder à l'esprit de vengeance, ne pas céder à ce côté aboyeur. Quand on dit pourrait être le Badinter de Macron, c'est une formule qui vous va? Je la trouve étrange. Je la trouve étrange. Pourquoi? Il y a un seul Badinter. Parce que je n'ai jamais été le Badinter de quiconque. Pardonnez-moi de le dire, je n'ai jamais été le Badinter de quiconque. Je ne suis que moi, c'est tout. Alors, entendre dire que Macron est à la recherche, le président Macron serait à la recherche, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est pas un garde des Sceaux, c'est pas un animal de compagnie. Ouais, là, c'est plus que cela. Allons. Vous savez très bien ce que je veux dire. Non. Je souhaite à tous les gardes des Sceaux, quand ils arrivent, la bonne fortune. On fait le compte des années. Ça fait 70 ans bientôt que vous êtes inscrit au barreau de Paris. Oui, 70 ans que je suis allé pour la première fois à la maison d'arrêt de Fresnes. Oui. Ça, c'était la première expérience, c'était fondateur, ça? En février 51. Ouais. Ça vous a marqué à jamais? Oui. Oui, j'étais jamais allé dans une prison. Et à chaque fois qu'il m'est arrivé de retourner à Fresnes ou à la Santé, les souvenirs remontant en foule, il y avait encore à cette époque-là des collaborateurs qu'on jugeait pour collaboration avec l'ennemi. Voilà. Oui. Et ce qui m'avait le plus frappé, c'était l'odeur. L'odeur, parce qu'il y avait une odeur à la fois caustique. C'est fou ce que le parquet était bien ciré, comme dans les séminaires, j'imagine, bien ciré. Et puis, cette odeur de cuisine si forte, de confinement, c'était l'odeur particulière des prisons. Les choses ont changé, c'est à bien des égards amélioré. Mais je n'oublie pas l'impression que ça m'avait fait si forte. J'étais tout jeune, j'avais 23 ans.
Sur le vieillissement, vous avez 92 ans, beaucoup de gens tournent un peu autour du pot. Vous, je vous ai entendu dire des choses très directes, en disant, oui, le vieillissement, c'est difficile, oui. Oui, oui. Quand on a aimé, en effet, à la passion, les activités physiques, savoir qu'on ne skiera plus, qu'on ne nage comme une pierre, que jamais plus on ne galopera avec un cheval dans la forêt, sur un cheval dans la forêt, oui, c'est douloureux. Oui. Parlons pas du football ou du tennis. La fameuse formule du général, la vieillesse est un naufrage. Oui, il avait raison, mais ce qui surnage, le plus important, c'est l'esprit. Là, évidemment, on ne peut pas ne pas s'interroger. Non, c'est une épreuve quotidienne. Est-ce qu'il y a aussi un bon côté, rassurer les gens qui sont un peu plus jeunes que vous, est-ce qu'il y a un bon côté aussi? Vous parliez d'ascèse même. Oui, dire un peu moins vieux. Tournez comme vous voulez. Ouais. Et alors? Est-ce qu'il y a un bon côté? Je vous ai entendu parler d'ascèse. Vous disiez, on gagne peut-être d'un certain côté ce qu'on perd de l'autre. On se console comme on peut, y compris avec des images. Non. Il y a un hymne célèbrissime qui est celui de l'Union européenne, qui est l'ode à la joie, n'est-ce pas? Un ode à la vieillesse, je ne l'imagine pas, et encore moins devenant le chant de toute l'Europe, comme ça, saisi d'un seul coup d'une passion. Non, soyons sérieux. C'est inévitable et la réponse est chez les stoïciens. En tout cas, la jeunesse chez vous, elle est là dans la culture. On sent une culture accumulée depuis le premier temps. On pourrait passer des heures à détailler tous les livres qui sont là. Peut-être un des plus méconnus, c'est le journal de Delacroix. Il est là, un des plus beaux textes de la littérature française. Oui. C'est vrai. Delacroix est un grand écrivain, mais lui ignorait. Pas méconnu, ignoré. Ceux qui le connaissent admirent, mais il est ignoré, hélas. Il dit, il faut beaucoup de hardiesse pour oser être soi. Oui. Ça a été votre cas? Je ne sais pas. Aux autres de le dire. L'autre maître, évidemment, c'est Hugo. Il est présent là, c'est l'homme qui vous... Ah oui, j'aime Hugo. Oui. Ah, plus qu'aimer, là, c'est votre passion. J'aime Hugo. Depuis toujours. Oui, parce que c'est un homme dont le parcours humain est tout à fait exceptionnel. Il est parti petit poète de cour du temps de Charles X. Et il est allé vers la gauche. Et l'extrême gauche. La place de Hugo au Sénat, aujourd'hui, est occupée par les sénateurs communistes. Je disais toujours à Pierre Mauroy, tel que j'étais assis, encore un effort, encore une élection. Et là, on pourra s'asseoir. C'est Clémenceau qui, lui, quand il a été élu sénateur, a décidé qu'il allait occuper le siège de Hugo. Alors l'huissier est arrivé, disant, Monsieur le Président, c'est possible, c'est votre place, compte tenu de votre appartenance politique, là-bas, du moment que c'était la place de Hugo, ça peut être la mienne. Vous avez quelque chose à me dire? L'huissier est parti parler au président qui a dit, laissez Monsieur le Président Clémenceau à sa place. Robert Badinter, l'humour, on vous aime ou on ne vous aime pas, et on a vu dans les derniers jours encore combien vous étiez épouvantail pour les uns ou conscience pour les autres. Oui, un épouvantail, c'est, je vous le signale, des bouts de bois usés mis ensemble avec un chapeau. Ça ne se fait plus, les épouvantails. Mais c'est ça. L'humour chez vous, là aussi, c'est une partie souvent méconnue de vous, parce que, Monsieur Badinter, il y a des scènes dans votre vie qui sont incroyables. C'est quand vous allez visiter, par exemple, cette épouvantable exposition « Comment reconnaître le juif en France » pendant l'occupation. Vous êtes avec votre frère, je crois, et vous riez. Là, devant l'horreur, devant la débilité, vous riez, vous sortez de là et vous vous esclaffez avec votre frère. Oui, on arrive beaucoup. Vous savez, entendre à la radio quand on a 12-13 ans,
les Juifs sont les rats de l'humanité. C'est grotesque, pardonnez-moi de le dire, quand vous avez 13 ans et que quand même un certain sens de l'humour, de la gaieté, avec mon frère on en riait, les rats, en quoi nous considérions-nous comme des rats et des rats de l'humanité? Donc ici, je ne sais pas si celui qui avait écrit ces lignes pensait que c'était de bonne propagande. Bon, c'est comme ça. C'est le rire. Oui, il faut en rire. Ouais. Rire, la colère quand même, parce qu'il y a tout ça, et il y a le drame, la déportation. Hein. La colère sert aussi toujours? Non, la colère n'est jamais jouée. La colère vient de... Moi, je n'aime pas la colère. Je n'aime pas être en colère. Je considère que c'est une faiblesse que de laisser place à la colère. Mais il y a des moments où vous explosez. Voilà. Et ça m'est arrivé. Je n'aime pas l'idée de me mettre en colère. Non. Non. L'héritage de Robert Badinter, qu'est-ce que ce sera? Quoi? L'héritage de Robert Badinter, qu'est-ce que ce sera? Écoutez, mes dispositions testamentaires sont faites et strictement d'ordre privé. Alors, si vous comptez que je vais vous coucher sur mon testament, n'espérez rien, jeune homme. Je vais vous donner mon... Non, mais Robert Badinter, vous savez qu'il y aura la dimension publique. Certains diront qu'il faut le panthéoniser. Quand même, quand on se rappelle les funérailles de Victor Hugo, combien était-il? Oui, on raconte même, mais c'est exact dans les rapports de police, les enquêtes de police, que on avait noté une sorte d'effervescence de transport collectif sexuel dans la nuit qui a précédé l'enterrement aux Champs-Élysées. Et dans ce rapport de police, il était dit que c'est parce que les dames, considérant que Hugo avait grandement, et c'est vrai, servi la cause des malheureuses prostituées du XIXe siècle, Fantine, rappelez-vous, eh bien, avait voulu l'honorer et que c'était gratis pour les militaires. Et ça s'est su dans les casernes de Paris. L'histoire est charmante, je ne suis pas sûr qu'elle soit exacte. Merci. Mais elle est plaisante. Merci Robert Badinter. Les lieux ont une histoire, on est là dans un lieu où vous travaillez. Il y a beaucoup de souvenirs, il y a François Mitterrand, bien sûr, il y a la rencontre avec le pape Jean-Paul II, il y a J'accuse. Oui, c'est un des originaux. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Je collectionne beaucoup, ardemment, disons-nous, les documents histoire judiciaire. Il y a un document extraordinaire qui sont des mots tracés par François Mitterrand au moment de la victoire, avec son écriture si reconnaissable. Le souvenir qui vous marque le plus dans cette pièce, quel est-il, parmi tant de souvenirs? Écoutez, chaque objet, c'est pas une façon d'esquiver la réponse, mais chaque objet, chaque livre m'est cher à présent, mais si vous me demandez lequel, difficile de dire lequel de ces objets m'est le plus précieux, c'est l'acte de naturalisation de mon père, signé de M. Barthou, qui était un grand homme politique qui a été tué à Marseille avec le roi Alexandre, et qui date de 1928. Être français. Oui, l'acte de naturalisation, le décret qui fait de lui et de ma mère des Français. Et quand je mesure ce que ça représentait pour lui, je regarde toujours cet acte avec émotion. Et j'en ai retrouvé l'original à la chancellerie. Je n'ai pas pris l'original, bien entendu. J'ai simplement fait faire une photographie. On évoquait votre grand-mère maternelle Idis qui vous a élevé. Elle était la personne centrale de votre enfance. Elle vous aimait infiniment. Venant d'Europe centrale, parlant yiddish très mal le français. Hein.
Quelle fierté. Le russe aussi. Le russe, bien sûr. Quelle fierté. Elle avait une langue à elle, faite de 3 composantes, inégales d'ailleurs, mais 3 composantes, mais elle se faisait très bien comprendre. Le petit-fils, avocat, ministre, figure historique, président du Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'elle dirait? Elle dirait, je pense, parce que elle dirait simplement, c'est bien, mais elle aurait probablement ajouté un merci à la France. Probablement. Mon père, sûrement. Merci Robert Badinter. C'était votre programme